Tout d'abord, maintenant, cette conférence sur Napoléon et l'Afrique. Alors, je sais, on peut se dire, tiens, Napoléon, l'Afrique, mais il y a beaucoup plus de liens qu'on pourrait le croire. Et je suis tellement fier de proposer cette conférence, surtout avec une personne de qualité qui est M. Michael Casadi, qu'on peut d'ores et déjà applaudir. Merci. Et puis enfin, après, à 18h30, vous aurez une conférence avec Son Altesse le Prince Murat lui-même, qui est juste là, qui nous fait l'honneur de sa présence également. D'ailleurs, il y a un petit lien entre Michael et le Prince Murat, on fera une petite anecdote. Et puis après, bien sûr, la cérémonie du prix Napoléon. Je vous demande d'applaudir d'ores et déjà très fort notre conférencier d'aujourd'hui, M. Michael Casadi. Comment est-ce que vous êtes arrivé justement à cette passion que vous avez pour Napoléon? Tout à fait par hasard. J'ai à l'époque 7 ans et je suis à l'internat en France, mais mes parents vivent en Belgique. Enfin, ma mère vit en Belgique. Et un week-end sur deux, on rentre à Bruxelles. Et un week-end, mon père décide de nous amener au mémorial de la bataille de Waterloo. Et c'est lors de cette visite, la première fois que j'entends parler de Napoléon. Et j'entends qu'il est petit, qu'il est petite taille, mais que c'était un grand général et un grand homme d'État. Et d'office, ça m'intéresse euh, encore plus sur la personne, sur la France, qu'à l'époque je connais assez peu. J'ai 7 ans, j'ai déjà vécu en France lors de la maternelle, et là j'y suis encore à l'internat. Et progressivement, tout au long de mon parcours entre la France et l'Afrique et les États-Unis, ce qui s'imprègne véritablement dans tous ces pays, c'est la culture française. Pourquoi? Parce que on est, nous le Congo, un pays colonisé par la Belgique, mais on parle français. Et donc la langue française fait que mon père décide de changer son cursus universitaire du système universitaire belge au Congo pour le système français à Brazzaville. Et de là, de rejoindre la France pour continuer ses études d'abord à l'université de Reims, en Champagne-Ardenne, ensuite à la Sorbonne et ensuite à l'ENA. Et je pense que c'est tout ce parcours qui fait de moi quelqu'un de particulièrement francophile et qui me fait en sorte que je m'intéresse davantage à Napoléon pour des raisons tout à fait puériles. Je pense que c'est le fait que ce soit un grand personnage de l'histoire tout simplement et qu'il soit petite taille comme je l'étais toute ma jeunesse qui a fait que je m'intéresse à Napoléon. Donc c'est un peu par hasard comme ça que je me suis intéressé au sujet. En tant qu'Africain, comment est-ce que tu pourrais décrire justement Napoléon? Pour moi, Napoléon, c'est celui qui introduit l'État dans le monde moderne. Pourquoi? Parce que on est au début du 19e siècle. Napoléon, lui, à la suite d'un coup d'État, prend les rênes de la France et modernise l'État, mais d'une manière tout à fait fulgurante en 15 ans. En 15 ans, il crée toutes les institutions qu'on connaît, le Conseil d'État, le cadastre, la Légion d'honneur, tout un tas de masses de granit qui introduit véritablement la France, qui sort d'une révolution quand même assez désastreuse et d'un ancien régime monarchique de droit divin quand même assez archaïque et qui introduit la France dans la modernité. Donc pour moi, Napoléon, c'est celui qui introduit la modernité au sommet de l'État, avec évidemment tous les autres États européens qu'il a combattu parfois, avec qui il était parfois allié également. Pour moi, Napoléon, c'est cet homme-là. Et c'est impressionnant parce que c'est un petit Corse, petit de taille, petit d'un point de vue social. Il vient de la petite noblesse corse, qui naît en 1769, un an après que la France conquiert la Corse. Donc c'est tout à fait étonnant. Et je pense que lui introduit véritablement le monde dans cette globalisation où l'on peut venir comme ça un peu par hasard de n'importe où et finir très haut, un peu par hasard. Donc pour toutes ces raisons symboliques, je trouve que Napoléon, c'est vraiment celui qui introduit, qui ouvre la page de la globalisation très très tôt. Et je pense que c'est en le faisant, à travers toutes ces masses de granit, que la France, malgré les tumultes énormes du 19e siècle, arrive en fin 19e siècle à pouvoir conquérir l'Afrique avec l'Allemagne, avec l'Angleterre, et ainsi à imposer son modèle de colonisation, sa culture, sa langue, qui a fait que l'Afrique, en ce qui concerne les États de l'Afrique francophone, des États particulièrement imprégnés de la culture française, du droit français et de la langue française. Et c'est étonnant, mais c'est ces masses de granit, justement, imposées par Napoléon,
qui ont permis à la France de le faire et qui aujourd'hui prédominent l'Afrique et qui l'ont fait rentrer en 1885 dans le concert des nations. Alors, certainement, l'Afrique, elle, existait depuis bien longtemps et les avancées africaines d'un point de vue technologique, culturel, spirituel sont énormes, mais c'est véritablement en 1885, par le biais de la colonisation, qu'elle entre d'un point de vue juridique dans le concert des nations, et je pense qu'elle le fait lors de la Troisième République grâce aux acquis de la Révolution, grâce aux masses de granit de Napoléon. Et aujourd'hui, c'est étonnant, l'Afrique aujourd'hui, d'un point de vue juridique, le droit civil et tout un tas d'autres institutions et d'influences françaises lui permettent aujourd'hui d'exister. Et c'est Napoléon, c'est l'œuvre de Napoléon quelque part. Alors, question un peu difficile. Tu es prêt? Ok. Est-ce que tu penses que, donc tu parles de Napoléon a un peu apporté le système un peu de la colonisation, etc. Qu'est-ce que tu penses, par exemple, toi, par rapport à ton pays, par rapport au Congo, est-ce que tu penses que la colonisation a été une bonne chose ou une mauvaise chose? C'est difficile, j'ai toujours pas honnêtement d'avis précis sur la colonisation, mais je ne pense pas que ce soit le plus important. Je pense que c'est un fait. Aujourd'hui, l'Afrique a été colonisée par l'Europe et qu'il ne sert pas à grand-chose d'avoir ce regard rétroactif pour voir, bon, est-ce que c'était bien ou pas bien. Je pense que la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Je pense que c'est plutôt ça la question. Et par rapport à qu'est-ce qu'on en fait, moi je pense qu'aujourd'hui, pour le meilleur et pour le pire, on a, nous les Africains, notamment les Africains d'État francophones, un socle commun avec la France qui est non négligeable et qui nous permet aujourd'hui, au regard du déficit qu'on a d'un point de vue technologique, d'un point de vue gouvernance, à avoir un allié de poids, parce que la France est quand même une puissance mondiale, à avoir un allié de poids au sein des concerts des nations. Donc moi je préfère le regarder dans ce sens-là, d'un point de vue beaucoup plus positif, plutôt que de me ressasser le passé. Pourquoi? Parce que je ne pense pas que ça sert à grand-chose. Et parce que j'ai la chance, en tant que jeune, de ne pas avoir, d'avoir cette distance et cette perspective plus large quant aux événements du passé, qui certes ont été brutales. On parle de l'esclavage, on parle de la colonisation. Napoléon a participé à l'abolition de l'esclavage en tant que révolutionnaire, l'a rétabli et l'a ensuite aboli lors des 100 jours. Donc c'est tout un tas d'événements quand même assez blessants, mais moi, heureusement, je n'ai pas connu ça. Et donc il ne s'agit pas de mettre ça de côté, mais d'avoir un œil beaucoup plus large et beaucoup plus distancé avec ces fractures, et beaucoup plus positif aussi, je pense. Hein. Je pense que ça ne sert pas à grand-chose que de se recentrer toujours sur le passé. Je pense qu'il faut voir de l'avant. C'est ma chance en tant que jeune, je ne suis pas marqué par tout ça, et on devrait profiter de cette distance et de cette vue un peu moins émotionnée sur la chose. Donc est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que l'on doit faire avec et avancer. Ça, je sais. Ça s'applaudit. Vous êtes d'accord ou pas avec moi? Bravo, merci. Alors, est-ce qu'il y a eu... Alors, bon, bien sûr, il y a eu le Bokassa qui s'est pris un petit peu pour Napoléon, l'empereur. Quelle est, d'après toi, l'influence de Napoléon sur l'Afrique, sur les Africains en général? Elle est énorme. Moi, je pense que d'abord, d'un point de vue fondamental, on a du mal à le voir parce qu'il s'agit d'une influence tacite, mais quand même assez forte d'un point de vue juridique. Encore une fois, le droit civil, d'un point de vue culturel, d'un point de vue linguistique. Et demain, dans 25 ans, en 2050, à peu près un être humain sur 4 sera africain. Et il y a de fortes chances que beaucoup de ces Africains parlent français. Donc l'influence, elle est énorme. Ça, c'est un fait. Et ensuite, d'un point de vue un peu plus personnel, moi je connais beaucoup de passionnés de l'empereur et de l'épopée napoléonienne. Je pense par exemple à mon beau-père qui est un grand connaisseur, un grand admirateur de l'empereur et qui est pourtant plutôt affilié à la culture belge, mais qui est un grand amateur de Napoléon. J'en connais d'autres. Je ne suis pas sûr que l'on ait une connaissance assez profonde de l'empereur. Pourquoi? Parce que Napoléon I et III ont été, par les régimes successifs, assez mis à l'ombre, et pour des raisons que l'on connaît, qui sont quand même assez dommages, parce que pour le meilleur et pour le pire, ils ont quand même participé à la grandeur de la France. Et je pense que s'ils ont été mis à l'ombre en France, c'est tout à fait normal qu'en Afrique, on n'ait pas une idée précise. Et d'où justement l'intérêt de réfléchir sur les liens improbables, mais certains, entre Napoléon et l'Afrique. C'est pour justement se commémorer et se rappeler de tous ces liens qui existent. Je pense que c'est important. Malheureusement, c'est quand même assez difficile, mais je pense que c'est important et que c'est réel.
Tu as beaucoup contribué à créer des sortes de sociétés un petit peu napoléoniennes en Afrique. On te doit d'ailleurs rue Napoléon, rue Bonaparte au Congo. C'est grâce à lui, je pense qu'on peut l'applaudir pour ça. Justement, qu'est-ce que tu cherches à faire en amenant justement l'histoire napoléonienne, en amenant Napoléon un peu plus dans les têtes et les cœurs des Africains et justement, comment est-ce qu'ils réagissent lorsqu'on leur parle de Napoléon? Ce que je cherche à faire, je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que ça s'inscrit en fait dans ma volonté de créer des mélanges et créer des ponts. Pourquoi, je ne sais pas. Je pense que c'est le fruit de ma vie. J'ai vécu dans 8 pays sur 3 continents et c'est automatique. J'aime créer des ponts, créer des liens parce que je les vois, je les ressens et parce que ça a une valeur économique et sociale réelle. Je pense que quand on le fait, on voit que des synergies peuvent être créées, souvent même quand on ne les imagine pas. Ensuite, est-ce que j'ai un objectif particulier? Non. Je pense que c'est juste par amour pour Napoléon. Je suis particulièrement francophile, j'aime beaucoup la France et je pense que celui qui représente et qui symbolise quand même la grandeur française, c'est Napoléon, hein, pour des raisons historiques assez évidentes. Et donc c'est dans ce sens-là que Napoléon est mis en avant. Alors moi j'ai appris de beaucoup de choses de toi dans ton livre, dans un livre extraordinaire que je t'invite vraiment à voir, c'est que Napoléon avait des généraux, d'ailleurs c'était le premier dans l'armée à avoir des généraux qui étaient de couleur noire. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Napoléon, et c'est justement ça qui est intéressant quand on voit la manière dont il participe de manière indirecte en tant que soldat à l'abolition de l'esclavage lors de la Révolution et ensuite la manière dont il rétablit l'esclavage et dont il l'abolit encore une fois, c'est que Napoléon est, au-delà de tout ce qui peut être supposé sur la personne, un grand pragmatique. Et pour des raisons pragmatiques, quand il voit du génie dans un Toussaint Louverture, il le nomme capitaine général de Saint-Domingue, parce qu'il croit en ses qualités militaires, nonobstant sa couleur de peau, qui est à l'époque une couleur de peau, en tant que noir, qui peut être assez repoussante dans certaines classes sociales françaises. Mais lui croit avant tout en ce pragmatisme, et c'est en ce sens-là qu'il le nomme. Il y a Alexandre Dumas également, que Napoléon considère presque comme un ami, et qui lui est un grand général français qui ensuite engendra Alexandre Dumas fils, qui a un impact incroyable sur la vie littéraire française, les Trois Mousquetaires, le Comte de Monte-Cristo et autres. Je pense que cela démontre que on a affaire avec Napoléon à un grand pragmatique et aussi, hélas, un grand opportuniste, et certes au mauvais sens du terme, qui sait parfois, qui en fait un peu trop parfois, pour des raisons tactiques. Il en démontre dans plein d'autres occasions, quand on voit son épopée en Égypte et comment il se fait presque musulman pour des raisons politiques. Je ne crois pas que c'était véritablement sincère, mais c'est encore une fois l'opportuniste Napoléon qui se révèle, et il dit ensuite que s'il était à Jérusalem, il aurait rétabli le temple de Salomon. Bon, on voit à travers Napoléon un certain opportunisme, déjà à l'époque, qu'on voit encore plus aujourd'hui en politique, mais qui déjà chez lui était assez prédominant. Donc je pense que Napoléon, ce sont les tares de Napoléon, des tares inexcusables, que ce soit le rétablissement de l'esclavage, que ce soit cet opportunisme qui, d'un point de vue symbolique, n'a pas participé à l'édification du débat public. Donc oui, ce sont des tares qui sont inexcusables, et c'est dommage, mais au-delà de ça, je pense qu'il y a pas mal de choses positives qu'on peut retenir et dont on peut se servir aujourd'hui. Il y a par exemple ce que tout de suite on pense à Napoléon quand tu parles justement de donner la chance, etc. C'est la méritocratie, puisque c'était le premier self-made man, tu vois, qui était pas le fils d'un grand roi, etc. Parce qu'à l'époque, il fallait être le fils d'un roi, enfin le fils d'un comte, le fils d'un noble pour pouvoir accéder. Et donc il va voir ces généraux qui, voilà, qui n'ont pas à la base vraiment un grand CV, mais qui ont envie. Est-ce que tu peux nous parler, par exemple, de ces autres généraux donc de couleur noire, ou qui ont des origines africaines ou des origines noires, que Napoléon a pu justement honorer et donner des fonctions
importante. Et pourquoi est-ce qu'il l'aurait fait? Est-ce qu'il n'y a que la méritocratie ou est-ce qu'il y avait peut-être un instinct politique? Je pense qu'il n'y a que la méritocratie. Pourquoi? Parce que d'abord, Napoléon est un grand pragmatique et qui croit en la méritocratie et qui en fait même la légitimité de son empire. Napoléon, contrairement à l'Ancien Régime qui est fait sur une légitimité de droit divin par le sang, par une noblesse de sang, Napoléon, lui, non, il croit en la méritocratie et on le voit sur tant d'exemples, qu'il s'agisse de ces généraux-là ou de tant d'autres exemples. Il a autour de lui des personnes venant d'horizons divers, qu'il s'agisse d'anciens nobles, qu'il s'agisse d'un Joachim Murat, qui finit par être l'un des plus grands maréchaux de France. Il croit en la méritocratie et c'est intéressant parce que c'est grâce à lui que la France s'inscrit dans ces principes de méritocratie et que toute l'Europe le suit. Et aujourd'hui, si, contrairement à l'époque, notamment de l'Ancien Régime, on avait une idée assez consanguine de la chose publique, où il fallait faire partie d'un cercle précis, Napoléon, lui, met tout ça de côté, hein, au grand détriment justement de la noblesse de l'époque. Et ça, c'est intéressant. Il ouvre la voie pour tout le monde. Pour tout le monde, qu'il s'agisse de la petite noblesse corse comme lui, ou d'un Murat qui ne vient pas forcément d'origine particulièrement haute. Et c'est ça, c'est très intéressant. Et je pense que c'est très très bon pour la France et pour le monde entier. La méritocratie, au lieu de justement cet entre-soi qui à l'époque était prédominant et qui semble aujourd'hui revenir de manière un peu plus tacite, mais qui semble revenir aussi. Est-ce que dans l'Afrique francophone, est-ce que justement dans les écoles, ou est-ce que toi tu sais si au Congo par exemple, on enseigne justement, il y a un chapitre sur Napoléon dans les livres d'histoire? Non, malheureusement. Eh ben, si on n'a pas en France, déjà, je vois mal comment il y en aura en Afrique. Et c'est dommage parce que il ne s'agit pas de vouloir rétablir l'Empire ou un quelconque esprit de monarchie. Il s'agit tout simplement d'avoir une perspective moderne sur le passé. Et c'est important parce que d'abord, d'un point de vue intellectuel, pour se projeter vers l'avant, il faut savoir d'où l'on vient. Et je pense que c'est très fort dommage que l'on n'ait plus cette culture-là dans l'éducation nationale. C'est le cas, on sait bien en France, mais également en Afrique. Et c'est fort dommage aussi parce que dans un monde où les choses sont encore plus dynamiques, on est dans un monde de la globalisation, où les choses sont extrêmement dynamiques, un peu d'ancrage intellectuel, historique, culturel ne ferait pas de mal, au contraire, ça nous permettrait de nous recentrer sur ce qui est important. Et c'est fort dommage que ce ne soit pas le cas, donc non, ce n'est pas le cas en Afrique malheureusement. Napoléon est mis à l'ombre, un peu comme en France, voire un peu plus. Comment on peut faire justement? Et qu'est-ce que tu aimerais dire aux jeunes enfants, par exemple africains, que ce soit au Congo ou dans d'autres pays africains? Tu pourrais leur dire je dirais que l'apprentissage de la vie un petit peu de Napoléon pourrait leur faire bénéficier. Bah, d'abord de voir que l'histoire est complexe, elle a ses hauts et ses bas, elle a ses hauts lors de la Révolution et qu'on abolit l'abolition de l'esclavage, elle a ses bas lors de- du rétablissement de l'esclavage, elle a ses hauts lors de l'abolition encore de l'esclavage, lors des 100 jours, elle a ses hauts lors de l'élaboration de toutes ces masses de granit, et elle a ses bas lors de tout un tas d'autres faits. Donc c'est important de voir que l'histoire n'est pas une ligne rectiligne, c'est une sinusoïde remplie de hauts et de bas. Et c'est important parce qu'on a souvent une idée assez utopique de l'action politique, où il faut que tout aille dans un sens, mais non, 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 il faut comprendre que tout ne va pas dans un sens. Et donc d'abord, d'un point de vue global, c'est important. Et ensuite, par rapport à la France, pourquoi c'est important? Bah, en tant que francophile, je pense que c'est important parce que le monde de demain, 2050, c'est 9 milliards d'habitants et à peu près un peu plus de 2 milliards d'Africains. Donc on a à peu près un être humain sur 4 qui est africain. L'Afrique d'aujourd'hui, et l'Afrique en réalité du fin du 19e siècle, à partir de la conférence de Berlin, est à près de 50% francophone. Il y a de fortes chances que beaucoup de gens demain parlent français. Je suis je viens d'un pays qui est le plus grand pays francophone en termes de locuteurs. On a près de 100 millions d'habitants au Congo et ce sont presque tous des locuteurs français. Donc je pense qu'il est important aujourd'hui, d'abord d'un point de vue général, comme je viens de l'expliquer, mais aussi d'un point de vue français, de
capitaliser sur cette démographie qui aujourd'hui est une opportunité parce qu'elle est jeune, mais qui demain peut être une bombe à retardement si l'on ne lui inculque pas les principes et les valeurs d'histoire et autres nécessaires pour qu'elle puisse se construire. Et donc c'est extrêmement important et intéressant, et je suis très navré de voir qu'on ne se penche pas assez sur ce sujet-là. Quand je vois depuis plusieurs décennies l'action politique de l'Occident et plus précisément de la France à l'égard de l'Afrique, je suis déçu de voir que il s'agit d'un message à connotation culturelle, certes intéressant, mais pas à la mesure des problématiques actuelles en Afrique. On a des problématiques d'ordre économique, des problématiques d'ordre politique, de gouvernance, qui devraient être taclées maintenant, mais qui ne le sont pas. Alors pourquoi, je ne sais pas, mais la conséquence, c'est que l'Afrique aujourd'hui se tourne vers plusieurs nouvelles puissances, la Turquie, la Chine, la Russie pour son offre sécuritaire et militaire, la Turquie et la Chine pour son offre commerciale notamment, au détriment de la France et de son héritage. Et au détriment aussi du pragmatisme. Moi, je pense que ce socle commun est une chance incroyable pour l'Afrique et pour la France, notamment face à ce rouleau compresseur que sont les puissances américaines, dont je fais partie, je suis américain et fier de l'être, et de la Chine. Je pense qu'il y a de forts risques, et on le voit aujourd'hui, que la France et plusieurs autres nations se voient entre le marteau et l'enclume par rapport à ces grandes puissances et ces grands enjeux. C'est une chance inouïe que d'avoir ce socle commun que peu de pays ont. L'Angleterre là avec le Commonwealth, la France là avec la francophonie, l'Organisation internationale de la francophonie et la francophonie au sens large. Et c'est dommage que la France ne puise pas sur ce potentiel qui est une chance inouïe, et que l'Afrique aussi ne voit pas la France comme un potentiel partenaire. Pourquoi? Parce que la France, elle, d'abord par la langue, c'est plus pragmatique, mais la France a démontré depuis bien longtemps, la Déclaration des droits de l'homme et autres, qu'elle a un avis particulier et assez prononcé sur les droits humains. Hein. Et ça, je pense que c'est non négligeable. C'est pas seulement parce que je suis francophile que je le dis, mais c'est les faits qui nous le démontrent. Donc pour toutes ces raisons, c'est important, et je pense qu'on devrait un peu plus étudier la question. Alors je vous propose, il va continuer encore, mais peut-être est-ce qu'il y a déjà quelques questions qu'on pourrait avoir du public? Oui, monsieur. Ah, votre excellence. Allez-y, monsieur. Michael, merci beaucoup. Alors, d'abord, je partage la totalité de ce que tu viens de dire. Je suis extrêmement heureux de ça. Ton livre, on peut le trouver où? Est-ce que tu peux nous en parler 3 minutes? Oui, il est disponible sur Amazon, en physique et en e-book. En gros, c'est une autobiographie, est un essai sur ma personne et sur un peu les 23-25 premières années de ma vie. Pourquoi je l'ai fait? Parce qu'il m'est venu à l'esprit à travers une réflexion toute simple. C'était le constat que la mondialisation, dans les termes actuels, et la manière dont on en parle, est assez déconnectée de la réalité. Souvent, on parle de cette mondialisation heureuse, de toutes ces nouvelles technologies et de tous ces bienfaits, mais on ne parle pas assez des effets assez négatifs de cette mondialisation. Et je pense personnellement, qu'il était important de démontrer, d'un point de vue particulier, qui est le mien, évidemment, et qui n'est pas le seul, que la mondialisation est un peu plus large, un peu plus complexe, et donc je parle dans la première partie, qui est la partie autobiographique de mon parcours, et dans la deuxième partie, c'est plutôt un essai où je me base sur mon parcours et j'essaie de donner une idée plus large de ce qu'est la mondialisation, de ses bienfaits, parce qu'il y en a également des bienfaits, mais aussi de ses effets négatifs, notamment sur la vie sociale. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, on a certes beaucoup plus d'opportunités d'un point de vue économique, financier, technologique, mais qu'on a une sphère sociale au sein de toutes les communautés, en Afrique, en Asie, en Afrique ou autres, qui sont de plus en plus détruits au profit justement de cette mondialisation qui ne fait que croître. Et je pense que ça en vaut la peine de se poser la question. Et donc ce sont toutes ces questions-là que je me pose, sur lesquelles je n'ai pas totalement forcément un avis, hein. Je me pose les questions et j'essaye d'y répondre, mais c'est en gros cette autobiographie et essai qu'est mon livre, qui a été publié il y a quelques années, et évidemment il y a certaines choses qui ont changé entre-temps. C'est pas mauvais d'évoluer et de réfléchir, mais c'est en gros ce que comporte mon livre.
Merci beaucoup. Oui, monsieur. Du coup, on a parlé de Napoléon Ier, mais notamment sous Napoléon III en 1853. Il a fait les premières banques, il a investi dans les premières banques en Afrique, notamment au Sénégal. Il me semble que c'était le 21 décembre 1853, avec du coup ce qui va devenir le CFA. Vous pensez quoi de ça? Parce que c'est encore un héritage qu'on a du Second Empire à l'heure actuelle en Afrique. Vous en pensez quoi, vous, personnellement, du CFA? Enfin, celui après, ce point de vue économique et politique. Et politique. Ben, merci. J'ai un avis qui peut être surprenant, notamment pour l'Afrique et les Africains. Je ne suis pas sûr que le franc CFA soit forcément bien ou mauvais, mais je suis sûr que sa stabilité est avérée. Depuis 2020, il y a eu, je pense, 6 ou 7 coups d'État en Afrique. Il y a, depuis ces dernières décennies, encore plus de coups d'État qui ont eu lieu. Ce n'est qu'un exemple qui démontre de l'instabilité politique en Afrique. Quand on regarde, par exemple, le pays d'où je viens, le Congo, on a vécu lors de la Deuxième Guerre du Congo, fin 90, début 2000, une hyperinflation sans précédent. Je parle de plusieurs centaines de pourcents d'inflation. Au Zimbabwe, vers les années 2008-2010, une hyperinflation en milliers de pourcents. Le franc CFA n'est pas parfait, mais je pense qu'au regard de ces exemples, apporte une certaine stabilité. Ensuite, est-ce que la question se pose sur son effectivité, son actualité, sa nécessité? Bien sûr. Moi, je pense que les Africains ont le droit, voire le devoir d'aspirer à leur autodétermination, à leur gouvernance, à leur indépendance, à leur autonomie. Et la question du franc CFA se pose, parce que ça a, évidemment, dans sa pratique, un impact réel sur les économies, sur la politique. Mais je ne suis pas sûr que l'on ait trouvé aujourd'hui ce qu'il faut pour remplacer. Et je pense que la question se pose. Je pense que dans un monde idéal, pour moi, en tant qu'Africain, je préférerais qu'il n'y ait pas de franc CFA, mais qu'il y ait une monnaie qui est autonome et qui permet aux Africains de se développer comme ils le souhaitent. Mais la question est un peu plus complexe et je comprends ceux qui sont pour comme je comprends ceux qui sont contre. Donc la question est trop complexe, à mon avis, pour avoir un avis déterminé. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Je pense qu'il faut y aller avec beaucoup de nuances. Je reconnais ses effets positifs, je reconnais les revendications africaines à ce sujet, mais je ne suis pas spécialiste non plus. Je suis un entrepreneur, c'est avec beaucoup d'humilité que je m'exprime sur ces sujets d'ordre historique, politique et économique. Et donc j'essaye de ne pas avoir, à mon jeune âge, d'avis un peu trop déterminé. J'ai encore le temps de vivre et d'apprendre. Oui, et c'est normal, parce que Napoléon, comme je l'ai dit plus tôt, est, à mon avis, et peut-être même objectivement, le précurseur de l'État moderne. Donc c'est normal que tout ce qui suit Napoléon est toujours comparé à Napoléon, et pas à un autre personnage qui l'a précédé. Mais c'est intéressant, et c'est encore plus intéressant que Napoléon IV meurt en Afrique du Sud, justement tué par les Zoulous, je crois bien. Ouais, par les Zoulous, et avec honneur et bravoure, puisque je pense que ce qui a été mentionné, c'est le fait qu'il n'ait pas été tué par, par, par son dos. Je pense qu'il a fait face aux Zoulous lors de sa mort, et donc ça aussi c'est napoléonien, hein, la bravoure, et jusqu'à la mort. Et donc, non, c'est des anecdotes intéressantes, mais qui démontrent, encore une fois, comme je le dis, de la globalité de Napoléon. Je pense que Napoléon, il appartient à tout le monde, pas seulement à la France. Je pense qu'il a un impact tellement grand d'un point de vue juridique, d'un point de vue politique, qu'il n'est pas du tout inapproprié d'y voir des comparaisons avec un Shaka Zulu ou avec d'autres, parce que c'est le véritable précurseur de l'État moderne. On l'a vu dans la manière dont il organisait son armée, son pragmatisme. Moi, je pense souvent à la manière dont il rebrousse chemin, il s'apprête à traverser pour conquérir l'Angleterre, et il rebrousse chemin pour aller à Austerlitz. Cette habileté dans l'armée est tout à fait époustouflante quand on voit la manière dont il développe le code civil, et qui est aujourd'hui à 40-45%, je pense, toujours le même que celui de l'époque. L'impact de Napoléon est quand même énorme. Et donc
C'est étonnant, mais c'est normal, je pense. Quel est l'héritage, justement, aujourd'hui de Napoléon en Afrique? Donc, est-ce qu'il y a cette base, par exemple, du Code civil? Est-ce qu'il y a cette Légion d'honneur? Est-ce qu'il y a ces universités? Je sais la réponse, mais je veux t'entendre dire. Des universités, est-ce qu'il y a justement cette hiérarchie dans le monde militaire? Et puis, est-ce qu'il y a eu, en dehors de Bokassa, d'autres chefs d'État qui, eux aussi, ont eu le complexe napoléonien, se sont pris pour Napoléon à un moment? Bah, cet héritage, oui, il est là. Encore une fois, il n'est pas assez mis en exergue puisque on a tellement mis Napoléon à l'ombre qu'aujourd'hui on ne se rend pas compte que euh, l'impact juridique sur la formation de ces États africains à travers le droit civil s'imprègne particulièrement de Napoléon. On s'en rend pas compte, mais voilà une influence réelle et toujours d'actualité en Afrique. Il y en a d'autres d'un point de vue linguistique. Je pense que le rayonnement de la France dans la modernité, comme on l'entend, c'est Napoléon qui le met en exergue. D'un point de vue politique, moi je pense que le gaullisme est une sorte de bonapartisme moderne. Et quand on regarde la Ve République du général de Gaulle et plusieurs constitutions actuelles en Afrique, notamment celle de mon pays, qui n'est pas un pays colonisé par la France, on voit pas mal de similitudes. On voit ce régime semi-présidentiel, semi-parlementaire au Congo. On le voit dans plein d'autres pays, qu'il s'agisse du Sénégal, par exemple, qui est une ancienne grande colonie française, où il y a un président et un Premier ministre également, et ce conflit entre le régime parlementaire et présidentiel, tout un tas d'exemples qui montrent l'influence du gaullisme, mais qui est un bonapartisme moderne. Donc je pense que les liens entre Napoléon et l'Afrique paraissent improbables, mais sont certains, mais sont tellement lointains et tellement profonds qu'il faut, et c'est pour ça que je te remercie David, plus d'événements dans ce genre pour justement éveiller les gens sur l'impact et l'influence et les synergies qui peuvent être créées. Je pense que très souvent, on pense que Napoléon appartient à un clan ou à une idée précise, mais aujourd'hui on se rend compte que non, il peut y avoir des Africains comme moi qui, d'abord, non seulement reconnaissent sa bravoure et tout ce qu'il a fait, mais qui y voient des liens et de potentielles synergies plus de 200 ans après son épopée. Et est-ce que tu sais si Napoléon avait l'idée ou la pensée d'aller peut-être un jour en Afrique noire pour peut-être établir une partie de son empire aussi là-bas? On l'a vu, bon, avec l'Égypte, bon, c'était pas vraiment son idée à la base, mais est-ce que tu sais si ça faisait partie de Je pense pas, parce que l'Afrique de l'époque, dans les grandes capitales d'Europe, n'est pas forcément vue comme un continent. C'est pas l'Afrique d'aujourd'hui qui est vue comme le continent de demain, hein. On y va surtout dans les voyages commerciaux pour les Indes notamment, et on s'y arrête notamment dans ses côtes. Mais l'Afrique en elle-même n'est pas très importante à l'époque, et quand il va en Afrique, en Égypte à l'époque, il ne fait pas vraiment face aux Africains, mais aux Ottomans, qui à l'époque contrôlent l'Égypte. Donc je ne crois pas que Napoléon avait un avis particulier sur l'Afrique. D'ailleurs, on l'y envoie par le Directoire à cause de son influence grandissante au sein de la Révolution pour un peu l'écarter. C'est pour ça que Napoléon est envoyé en Afrique, en Égypte. Donc non, je ne pense pas qu'il aurait pu développer un intérêt particulier. Ce qui est intéressant, c'est que son œuvre est tellement profonde qu'aujourd'hui, on voit que ce qu'il a fait à l'époque a un impact aujourd'hui. Mais est-ce que Napoléon à l'époque aurait eu cette envie? Non. Napoléon III, oui, non seulement à Dakar, mais également en Algérie. Et aujourd'hui, on voit l'impact de l'influence de Napoléon et de la France sur les relations entre la France, l'Algérie et la France et l'Afrique. Donc lui, oui, mais encore une fois, il vient un peu plus tard, au sein du 19e siècle. Mais Napoléon Ier, je crois pas. Encore une fois, l'Afrique est dans un tel obscurantisme, d'un point de vue moderne, hein, parce qu'encore une fois, l'Afrique vient de loin et ses avancées
et son impact sur le monde depuis toujours est évident d'un point de vue culturel. Et donc l'Afrique ne commence pas à partir de 1885, loin de là. Mais d'un point de vue moderne, d'un point de vue technologique, elle est si loin à l'époque que je ne vois pas les élites de l'époque se poser un intérêt particulier sur l'Afrique. Mais je pense que c'est une question qui en vaut la peine d'être creusée un peu plus. Ce qui est sûr, c'est que Napoléon à l'époque n'a pas d'avis particulier sur l'Afrique. C'est son impact en France qui fait que la France de la Troisième République influence l'Afrique. Absolument. Et Napoléon, pour revenir sur ce que vous venez de dire, avait une vision que l'on n'a plus aujourd'hui, hein, en politique ou même dans la vie en général, portée sur le long terme. On l'a vu à travers la vente de la Louisiane, où lui-même se prononce en disant qu'il vient de créer le plus grand adversaire d'un point de vue maritime, notamment à l'Angleterre. Il a des propos sur la Chine qui sont extrêmement intéressants et qui peuvent aussi aujourd'hui être étudiés. Je pense que ce qui est intéressant avec Napoléon, c'est sa volonté et son obsession pour le long terme, qu'on n'a plus aujourd'hui. On n'a plus tellement aujourd'hui. Et particulièrement sur l'Europe, en effet, mais parce que c'est son époque. Mais ce qui est intéressant, c'est justement le livre de Louis Sarkozy sur les lectures de Napoléon. Il était profondément épris de lecture et de la Rome antique. Et c'est justement ce regard sur l'histoire qui l'a permis de regarder si loin ensuite et d'avoir un impact comme on le constate aujourd'hui. Et je pense que ce que Napoléon nous a appris, en dehors de ses hauts et ses bas, c'est que l'histoire, c'est bien, c'est pas mauvais. Aujourd'hui, on a une obsession sur l'actualité, mais l'histoire n'est pas du tout mauvaise, elle nous aide à mieux comprendre les choses. Et donc, comme lui l'a fait à l'égard de la Rome antique, moi je pense qu'on devrait peut-être la faire à l'égard de son épopée et d'autres pans de l'histoire. Je pense que c'est intéressant, on devrait peut-être y prêter attention. Si Napoléon pouvait revenir aujourd'hui et qu'il allait en Afrique, qu'est-ce que tu penses qu'il aurait changé aujourd'hui? En véritable pragmatique, la pause, tu sais. je pense que Napoléon aurait, pour le meilleur et pour le pire, il aurait déconnecté, je pense, l'Afrique de ses pratiques culturelles, de ses rites ancestraux, qui ont très souvent, hélas, un impact assez ralentissant sur le développement. Je pense qu'il s'en serait débarrassé. Et je dis pour le meilleur et pour le pire, parce qu'il y aura certainement des côtés positifs à ce genre d'action et certainement des côtés négatifs. Mais je pense que ce que Napoléon aurait fait en grand pragmatique, en grand opportuniste, c'est qu'il se serait débarrassé de tout ça et on en aurait constaté les effets positifs ou négatifs. Si tu rencontrerais Napoléon aujourd'hui, qu'aimerais-tu lui dire? En tant qu'Africain, si tu me permets. Pourquoi tu fais tout ça? C'est la question que je lui poserais. Je comprends pas en Napoléon son obsession pour son travail. Je trouve que c'est un travail passionnant, mais je ne comprends pas comment un être humain peut se dédier avec une telle volonté. Je trouve que c'est impressionnant, mais c'est même peut-être effrayant. Je trouve qu'il avait l'Europe, d'un point de vue géographique, donc du Portugal à Vladivostok, est même plus grande que l'Afrique. Et donc je ne crois pas que ce soit sa taille physique, mais je pense que c'est plutôt l'intérêt pour l'Europe qui a fait qu'il n'y ait pas d'intérêt pour l'Afrique, plutôt que sa taille physique. Pourquoi? Parce que l'Europe est passionnante. Moi, le vieux continent m'intéresse beaucoup, je le trouve extrêmement intéressant. Je pense qu'il y avait tellement de choses à faire ici que peut-être l'intérêt qui aurait pu se porter sur l'Afrique ou sur d'autres contrées du monde ne s'est pas fait. Mais aujourd'hui, ce que l'on peut constater, c'est que le 21e siècle, c'est le siècle de l'Afrique, hein, d'un point de vue démographique. Et c'est intéressant pour la France, parce que quand on regarde en France, quand on regarde l'Afrique francophone, et même l'Afrique en général et la France, on voit que les deux sont plutôt complémentaires face aux enjeux. Pourquoi? Parce qu'on est face en France à une démographie qui est quand même assez décroissante. C'est inquiétant d'un point de vue des retraites, c'est un sujet d'actualité. D'un point de vue de la grande transmission, on voit que dans 20, 25, 30 ans, pratiquement toute une génération, en l'occurrence de boomers, ne sera plus des nôtres.
Et il faut se poser des questions sur le transfert de tout ce patrimoine. Il sera fait à qui, comment, quelle inégalité est-ce que cela aura? Et on a en Afrique une démographie qui est extrêmement jeune, pas assez développée, mais qui pourrait bénéficier de cette richesse, de ce vivier intellectuel qu'est la France. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas assez d'accent sur ce point-là. Moi, quand je vois qu'en France, une bonne partie de ces ingénieurs de Polytechnique ou d'ailleurs finissent par être attirés par les géants de la Silicon Valley, comme Google et autres, je trouve que c'est dommage. Je pense que la France aurait dû leur offrir des opportunités ici, ou alors dans ces sphères d'influence, notamment en Afrique francophone. Donc c'est tout un tas de questions. À l'époque, on ne se posait pas la question, mais aujourd'hui, je pense que c'est la question la plus importante pour des raisons démographiques, pour des raisons politiques, pour des raisons géopolitiques, encore une fois, par rapport à ce rouleau compresseur qu'est les États-Unis et la Chine, dans lequel beaucoup de pays risquent d'être brouillés et mis à l'ombre. Ce sont tout un tas de questions qui sont importantes, mais qui malheureusement n'ont pas l'air de susciter beaucoup d'intérêt au sommet des États européens. Quel conseil tu donnerais justement à l'Afrique, toi qui connais justement maintenant bien l'histoire de Napoléon, où il pourrait s'influencer justement de Napoléon pour aller grandir vers peut-être quelque chose de plus grand, de différent? Comme Napoléon, d'être extrêmement pragmatique. Et par là, je veux dire, par exemple, on a en Afrique une histoire certes faite de haut et de bas, esclavage, colonisation et plein d'autres choses. Mais je pense que aujourd'hui, ce qu'il nous faut pour survivre dans ce monde de la mondialisation, c'est d'être extrêmement pragmatique. Et cela impose, par exemple, d'avoir un regard un peu plus distant avec les traumatismes du passé. Moi, quand je vois aujourd'hui ce mouvement qui consiste à vouloir rapatrier, par exemple, des œuvres d'art africaines, je pense que c'est très bien, c'est une question importante. D'abord parce que ces objets ne sont pas des œuvres d'art en Afrique, mais de véritables objets qui font partie du culte et des rites africains et de la culture africaine. Donc c'est de l'art en Europe, mais ce sont des objets vivants qui sont extrêmement importants pour les cultures africaines et donc pour son développement, pour qu'elle puisse avoir son identité et être fière. Donc je pense que j'entends l'importance pour cette question, mais je ne comprends pas pourquoi il y a une telle pression là-dessus, alors qu'on a des problèmes liés à la malnutrition, liés au logement, qui sont extrêmement graves. Je pense qu'il y a, de la part de certains Africains, pas mal d'opportunisme et d'instrumentalisation de l'affaire à des fins personnelles. Et je trouve que c'est dommage parce que les problématiques sont réelles. Je ne vois pas pourquoi on va se poser autant de questions sur de telles choses pendant qu'on a autant de gens qui meurent de faim. Je ne comprends pas. Entre des œuvres d'art et de la nourriture et un toit, je suis convaincu que les Africains choisiront de la nourriture et un toit. Je comprends que sur le long terme, il faut, pour s'imprégner de sa propre identité, afin de pouvoir déterminer son avenir, avoir ces œuvres d'art et maîtriser son narratif d'un point de vue culturel. Je l'entends, je le comprends et je le veux même. Mais je pense qu'il faut avoir une bonne balance entre les deux. Donc beaucoup plus de pragmatisme, je pense. Et c'est la chance justement du temps qui fait qu'aujourd'hui, des jeunes comme moi n'aient pas justement ces traumatismes que mes parents, mes grands-parents ou autres ont pu avoir. On est aujourd'hui beaucoup plus décomplexé, l'Afrique est beaucoup plus décomplexée, on sait ce qu'on veut, et contrairement à l'époque, on a une offre aujourd'hui, je le disais plutôt d'un point de vue commercial, d'un point de vue politique, venant des pays de l'Est, qu'il s'agisse de la Chine, qu'il s'agisse de la Turquie ou de l'Inde, qui est extrêmement intéressante. Et je pense qu'on devrait saisir cette opportunité, ce moment qui est inédit, qui nous permet de nous imposer dans un partenariat gagnant-gagnant avec la France ou avec une autre nation, et qu'on devrait plutôt capitaliser sur ça. Donc le pragmatisme, je pense que c'est extrêmement important, et je pense que la France également devrait considérer l'Afrique comme un partenaire pour un partenariat gagnant-gagnant, pas dans un esprit de dominant-dominé comme on l'a vu à l'époque. L'Afrique aujourd'hui, comme on le sait tous, a officiellement ces institutions écrites, mais fait face à des us et coutumes fortement imprégnés de la culture africaine. Donc on a par exemple, contrairement au Code civil ou à la notion même du Code civil, au principe même du Code civil, un respect particulier pour le chef.
Hein, ça, ça émane particulièrement de la tradition africaine. Et on a souvent ce genre de distinction entre ce qui est écrit et la réalité. Ce qui nous amène justement à devoir considérer cette histoire africaine. Hein, je pense qu'on ne la considère pas assez et que c'est ça justement le problème, que les nouvelles puissances arrivent à le faire, qu'il s'agisse de la Turquie, de l'Inde, de la Chine ou autre, ils arrivent, contrairement aujourd'hui aux Occidentaux, qui avaient beaucoup d'habileté à l'époque, à s'adapter. Et moi je pense que c'est ce que la France doit faire à l'égard de l'Afrique par rapport à sa survie. Hein, je pense qu'on fait face à un rouleau compresseur terrible, et par rapport aux aspirations de l'Afrique. Je pense que l'Afrique aujourd'hui veut une relation avec la France et avec le monde qui est beaucoup plus équitable et équilibrée, et cela demande beaucoup de flexibilité et d'adaptation. Qu'est-ce qu'il y a, toi qui as beaucoup lu sur Napoléon, qui connais bien l'Afrique, qu'est-ce qu'il y a d'africain chez Napoléon? La foi. Je pense que Napoléon était quelqu'un qui jouait tous les jours, qui menait sa vie en jetant des dés et en espérant que ça tourne bien. Et ça a parfois bien tourné. On parle d'Austerlitz, Iéna et toutes ces batailles, et parfois mal tourné. On parle de Waterloo ou autre. Il a gagné, Waterloo. Vous êtes d'accord avec moi? Dans notre utopie, dans cette salle, je pense qu'il a gagné Waterloo. Mais dans la réalité, là, c'est un peu plus difficile, c'est différent. Mais je pense que c'est quelqu'un qui était pris, et c'est intéressant, c'est le propre même de Napoléon, c'est cette contradiction. Il est extrêmement pragmatique, extrêmement réaliste, mais il sait avoir foi et espérer en quelque chose et y aller. Et ça, c'est très africain aussi. Je pense que les Africains, en général, sans vouloir généraliser, ont un attrait pour la spiritualité et pour la foi qui, à mon avis, est peut-être la plus grande similarité entre eux et Napoléon. Écoutez, je pense qu'on peut réapplaudir notre cher Michael Casadi, qui est une fierté pour l'Afrique et pour tout ce qu'il fait. Merci beaucoup. Je sais que c'est un sujet, Napoléon et l'Afrique, on peut se dire que ça ne va pas ensemble, mais finalement, ça va ensemble puisque l'héritage de Napoléon est universel. Je pense que c'est important. Et justement, c'est de rapprocher les gens. Et c'est ce que tu fais tout le temps. Et je t'en remercie pour ça et pour ta vision, comme tu dis, de l'histoire avec un regard positif. Parce que c'est fait, on ne peut pas en revenir. Et on ne peut qu'avancer là-dessus. Donc c'est vraiment un honneur. Merci pour tout ce que tu nous as apporté. Je vous invite à voir son livre. Vous pourrez lui parler après. Et maintenant, mesdames et messieurs, alors c'est un lien parfait parce que nous allons avoir maintenant la conférence. Viens mon cher, votre Altesse, s'il vous plaît, venez. Le prince Murat, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Alors, c'est un enchaînement extraordinaire parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai eu l'immense honneur de rencontrer le prince Murat. Et un jour, je suis en train de dîner avec un groupe de personnes, un groupe de personnes de pays d'Afrique. Et on parle ensemble et il me dit, mais tu sais, moi, je suis grand fan de Napoléon. Donc, je lui dis, j'ai créé le festival, moi aussi, je suis grand fan. Et il me dit, mais tu sais, il y a quelqu'un que je regarde toujours sur les YouTube, et je suis grand fan de lui. Un honneur. Mets-toi à côté de ton cher ami. Et il me dit, mais tu sais, il y a quelqu'un, je suis grand fan de lui, c'est le prince Murat. Et je rêve de le rencontrer. Alors, on était en train de fumer un bon cigare, déjà pour commencer. Donc là, je sors le portable et j'envoie un message au prince Murat. Et comme tous les grands, ils sont toujours disponibles et ils disent toujours oui. Plus ils sont grands, plus ils disent oui. Donc, je le contacte, je lui dis, voilà, j'ai quelqu'un, donc je lui explique, Congo, etc. Il me dit, mais bien sûr. Ils se sont vus, on a organisé un rendez-vous. Ils sont restés, je suis resté une petite heure, il était 19h, puis après je suis rentré, et j'apprends le lendemain qu'ils sont restés à parler jusqu'à 5h du matin. Et ils ont parlé toute la soirée, et on a organisé une très belle rencontre à la boutique Napoléon, d'ailleurs on va sortir la vidéo bientôt, justement sur ces liens extraordinaires que Napoléon nous unit. Voilà. Est-ce que tu aurais un mot à dire à Michael avant qu'il te laisse la scène? Ah bah merci avant tout parce que j'ai trouvé
j'ai trouvé tes réflexions, Mickaël, sur l'opportunité qu'il y aurait un petit peu à redévelopper, l'opportunité pour la France, à redévelopper ce lien avec l'Afrique et la francophonie. Ça me paraît essentiel. Enfin, c'est une opportunité de croissance pour nous qui est gigantesque. L'Afrique n'a pas besoin de nous, elle n'a plus besoin de nous, c'est terminé. Oui. Alors, en revanche, nous, on pourrait avoir besoin de l'Afrique, et ça, c'est quelque chose qu'on a un peu de mal à comprendre. Oui. Et la francophonie, comme tu le dis très justement, on va être 800 millions de locuteurs francophones en 2050. C'est une zone de croissance de 7%, la francophonie. La France, elle est à 0,5%. Donc, c'est complètement idiot de pas profiter de ça et de s'atteler à ça. Voilà. Moi, je trouve que ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je te remercie.